If there is anything certain today, if there is anything inevitable in the future, it is the will of the people of the world for freedom and for peace. Bonjour à tous, bienvenue sur Géopolitique Profonde. J'ai oublié de fêter les 70 ans de la plus grande alliance militaire du monde et de l'histoire de l'humanité, l'organisation du traité de l'Atlantique Nord. C'était il y a quelques mois, on va se rattraper aujourd'hui avec un livre de Daniel Gantzer, Les guerres illégales de l'OTAN, une chronique de Cuba à la Syrie, aux éditions 2001, paru en 2016. Alors c'est un livre assez académique, l'auteur est un Suisse enseignant-chercheur en histoire, et il a notamment fait sa thèse sur les armées secrètes de l'OTAN, qui a mené à la publication de son premier livre précédent traduit en 9 langues. Peut-être que je reviendrai dessus un jour. Notre livre du jour en tout cas part du postulat que les guerres qui font les gros titres des médias depuis des années ne sont que très rarement qualifiées d'illégales, alors que c'est généralement le cas. Effectivement, depuis la fin de la Seconde Guerre mondiale et la fondation de l'ONU en 1945, il y a une interdiction de recourir à la guerre à l'échelle mondiale à 2 exceptions près. La première, c'est le droit à l'autodéfense qui donne l'autorisation à un pays attaqué de se défendre. Et la seconde, c'est qu'une guerre contre un pays ne peut être entreprise qu'avec un mandat explicite du Conseil de sécurité de l'ONU. Hormis ces 2 cas, toute guerre est interdite depuis plus de 70 ans. L'auteur constate que ce sont les pays de l'OTAN, dirigés par les États-Unis, qui ont déclenché le plus de guerres illégales dans une totale impunité depuis 70 ans. C'est logique vu que l'OTAN est surreprésentée au Conseil de sécurité de l'ONU avec ses membres américains, britanniques et français. Les 2 autres membres étant la Chine et la Russie. Cela veut dire dans la théorie et dans la pratique que ce sont ces 5 pays qui ont en main la paix mondiale sur les 193 autres États membres de l'ONU. Il est intéressant de noter que les 5 pays responsables de la paix mondiale sont dans le même temps les plus gros exportateurs d'armement dans le monde, les États-Unis occupant à eux seuls 30% du marché, soit la première position du classement. L'OTAN a été créée en 1949 à Washington avec 12 membres fondateurs et compte aujourd'hui 29 États membres. C'est une organisation structurellement contrôlée par les États-Unis. Les Européens occupent en général le plus haut poste civil de l'OTAN, celui de secrétaire général qui s'occupe des relations publiques, tandis que le poste de commandant militaire suprême pour le territoire européen est toujours confié à un général américain, qui est responsable de la planification, de la préparation et de la direction de toutes les guerres de l'OTAN. Il faut savoir que même si on n'est pas membre de l'OTAN, des pays comme l'Autriche et la Suisse sont intégrés dans le cadre du partenariat pour la paix, qui vise à promouvoir la coopération sécuritaire avec les pays non membres de l'OTAN. Allez, on va rentrer dans le vif du sujet, on va faire la chronologie des guerres illégales de l'OTAN intervenues dès la création de l'alliance militaire. On va commencer par la guerre illégale en Iran, en 1953, une histoire bien connue. L'Anglo-Iranian Oil Company, qui deviendra ensuite British Petroleum ou BP, contrôlait l'exploitation pétrolière en Iran depuis 1908. Le 15 mars 1951, le Parlement iranien vota une loi de nationalisation qui mit fin au contrôle de l'entreprise anglaise sur le pétrole iranien. En conséquence, les pétroliers britanniques refusèrent d'exporter le brut iranien nationalisé et la Royal Navy mit en place un blocus maritime sans mandat de l'ONU dans les ports du pays, empêchant ainsi tout autre État d'exporter le pétrole iranien. Le premier ministre du pays, Mohamed Mossadegh, à la tête du pays, fut ensuite renversé par un putsch illégal de la CIA et du MI6, c'est l'opération Ajax. Durant cette sédition, le chef de la police de Téhéran a été kidnappé, séquestré et tué par des agents iraniens à la solde de la CIA. Des attentats ont été mis en scène pour les attribuer au premier ministre Mohamed Mossadegh, et des soldats et des bandes de rue ont été financés pour faire monter le niveau de violence et permettre le coup d'État. Nous avons donc 2 membres éminents de l'OTAN qui, juste après la Seconde Guerre mondiale, bafouaient la charte de l'ONU, tout récemment créée, et renversaient un gouvernement démocratiquement élu. Tous ces faits sont tirés de documents déclassifiés des services de renseignement américains. C'est incontestable, même l'ancien président Obama l'a admis. Passons à la guerre illégale contre le Guatemala en 1954. Un an plus tard à peine, le même scénario à peu de choses près. Le président Jacobo Arbenz, élu en 1951, a commencé à réformer le pays et à distribuer des parcelles non cultivées à près de 100 000 paysans sans terre, se mettant ainsi à dos les grands propriétaires terriens de ces biens, dont notamment la United Fruit Company, qui s'appelle aujourd'hui Chiquita, et qui est un des plus grands producteurs de bananes dans le monde. Le directeur de la CIA de l'époque, Allen Dulles, était actionnaire de l'entreprise, de même que son frère, John Foster, qui était quant à lui secrétaire d'État, l'équivalent américain de notre ministre des Affaires étrangères. Bref, tout un tas d'intérêts de l'élite américaine étaient en jeu, donc des opérations secrètes ont été mises en place pour déstabiliser le pays. Les États-Unis faisaient capoter leurs achats d'armes à l'étranger et une guerre finit par être lancée par eux le 18 juin 1954.
Une guerre illégale si on s'en tient à la charte de l'ONU et de l'Organisation des États américains signée en 1948. Des bandes armées envahirent donc le Guatemala depuis le Honduras voisin, et le changement de régime eut lieu malgré les demandes d'aide du gouvernement guatémaltèque à l'ONU. Le meneur des rebelles payé par la CIA, Castillo Armas, s'autoproclama président du Guatemala le 1er septembre 1954. Et il mit un coup d'arrêt à la réforme agraire et aux expropriations de terres de la United Fruit Company. On était en pleine guerre froide, donc les Américains avaient accusé l'ex-président Jacobo Arbenz de communiste pour se justifier. Autre cas en 1956, l'Égypte fut également une victime d'une guerre illégale, cette fois-ci menée par Israël, aidée par la France et la Grande-Bretagne, deux pays donc membres éminents de l'OTAN. L'Égypte ne fut pas du tout protégée par l'ONU. Le président égyptien Nasser a eu l'audace de reconnaître la Chine communiste et de menacer Israël. L'opération Mousquetaire fut déclenchée contre lui quand il nationalisa la compagnie franco-britannique qui contrôlait le canal de Suez, où transitait le gaz, où transite toujours d'ailleurs le gaz et le pétrole, vers le marché européen. Mais l'invasion étrangère visant à le renverser a globalement échoué, ce qui ne la rend pas légale pour autant. On passe à Cuba maintenant. Vous avez déjà sûrement entendu parler de la fameuse invasion de la baie des Cochons en 1961. Eh bien, il s'agit d'une guerre illégale. La révolution cubaine de Fidel Castro n'a pas plu aux Américains car de tendance soviétique. Qui plus est, le point central du programme révolutionnaire était encore une fois une réforme agraire expropriant des entreprises américaines couplée à la nationalisation des raffineries pétrolières, ce qui poussa les États-Unis à programmer un changement de régime au bout d'un an. C'est notamment le National Security Council, le Conseil de sécurité national américain, qui émit l'avis d'un coup d'État le 10 mars 1959, lors d'une réunion secrète à la Maison-Blanche. Le président Eisenhower autorisa la CIA à organiser, financer, entraîner et armer des exilés cubains au Guatemala pour saboter la révolution. Le Guatemala qui venait de passer sous son contrôle, on vient de le voir précédemment. Des bombes incendiaires furent larguées en octobre 1959 sur les plantations de canne à sucre et les usines cubaines. Les lettres de protestation de Cuba au président du Conseil de sécurité de l'ONU n'y changeaient rien, les Américains traitant ces allégations des Cubains de désinformation et de contre-vérité. Il faut bien noter aussi que la CIA avait infiltré les médias de masse et agences de presse américaines pour bloquer la publication d'articles indésirables. L'invasion de la baie des Cochons par des proxys cubains à la solde des Américains fut un échec, car Castro était étonnamment bien préparé. Il y avait quand même déjà un gouvernement cubain provisoire composé par la CIA qui n'attendait plus que la réussite du putsch pour se mettre en place. Le Conseil de sécurité de l'ONU ne pouvait mettre fin au blocus économique car le veto américain aurait bloqué toute tentative. Cet embargo a pris fin en 2016 et a donc duré plus de 50 ans. A noter au passage l'annulation du plan Northwood du 13 mars 1962 qui prévoyait de faire sauter des avions et des bateaux du Pentagone et d'organiser des attentats terroristes sur le sol américain pour les attribuer à Castro et permettre ainsi l'invasion de Cuba. Cette opération Northwood a été validée et signée par le plus haut général du Pentagone, le chef d'état-major interarmé, Lyman Lemnitzer. Cette tentative a finalement été bloquée par le nouveau président Kennedy, qui se mit à dos de nombreux généraux haut placés du Pentagone. Kennedy muta Lemnitzer en Europe en tant que commandant suprême des forces alliées de l'OTAN, donc un homme qui a validé l'organisation d'attentats contre des civils de son propre pays. On part en Asie maintenant. Suite à des révoltes sur place, la France a perdu sa colonie d'Indochine, qui comprenait le Vietnam, le Laos et le Cambodge. La guerre d'Indochine à laquelle a participé les États-Unis a mené à la victoire d'Ho Chi Minh pour l'indépendance du Vietnam en mai 1954. Le pays était alors divisé entre un nord communiste sous l'autorité d'Ho Chi Minh et un sud capitaliste dirigé par Jean-Baptiste Ngo Dinh Diem. Ngo Dinh Diem a été mis en place par les États-Unis en 1955 lors d'élections truquées pour bloquer l'expansion communiste. Malheureusement, il s'est avéré être un homme sanguinaire et finalement contre-productif. Il fut donc éliminé par les Américains. Donc ça, c'est selon les Pentagon Papers, les fameux documents du département de la défense américaine sur la guerre du Vietnam déclassifiés en juin 2011. Inutile de préciser qu'assassiner un président étranger est illégal. D'ailleurs, le président Kennedy avait annoncé le 20 octobre 1963 qu'il retirerait les soldats américains du Vietnam s'il était réélu pour un second mandat. Il sera finalement assassiné 20 jours après le président Diem, ce qui amena à une spirale de violence au Vietnam et à une guerre d'agression américaine dans ce pays sans mandat de l'ONU. Le nouveau président américain Johnson justifia l'intervention armée avec une fausse attaque des Nord-Vietnamiens sur leur contre-torpilleur USS Maddox dans le golfe du Tonkin. En réalité, ce contre-torpilleur n'avait subi aucun dommage humain et matériel, c'était une fausse agression, un conte de fées qui a été monté en épingle par les services de renseignement et les médias américains. Le 14 décembre 1964, les États-Unis ont également bombardé illégalement le Laos pour entraver les voies d'approvisionnement d'Ho Chi Minh au Nord-Vietnam. Le président Nixon, arrivant au pouvoir, a ensuite bombardé le Cambodge sans mandat, ni du Congrès américain ni de l'ONU.
On remarquera que toutes les tentatives de médiation des Nations Unies ont été vaines durant toute la durée de cette guerre, jusqu'à la défaite américaine et son retrait du Vietnam en 1975. Allez, on continue la chronologie, on retourne en Amérique latine, au Nicaragua cette fois-ci. Nous sommes en 1981 et cette fois les Américains n'ont même pas tenté l'intervention directe. Le dictateur Somoza, qui avait aidé les Américains pour entraîner des soldats et envahir Cuba à l'époque de la baie des Cochons, s'est fait renverser par le Front sandiniste de la Libération nationale en 1979, dont faisait partie d'ailleurs Daniel Ortega, actuel président du Nicaragua. Ce nouveau gouvernement développa des relations étroites avec Cuba et les pays du pacte de Varsovie, donc inacceptable pour les États-Unis qui tentèrent, pour changer, un coup d'État en privilégiant le soutien financier et militaire secret de la CIA vers des proxys appelés les Contras. Il s'agit d'unités paramilitaires réputées pour avoir des méthodes particulièrement violentes, de terrorisme, de viol, de mutilation contre les civils, femmes et enfants compris. Et vous ne devinerez jamais comment ces paramilitaires étaient nommés par le pouvoir politique américain, les combattants de la liberté, ça ne s'invente pas. Entre 1980 et 1985, le Congrès américain a alloué à ces braves gens 70 millions de dollars pour déstabiliser le gouvernement du Nicaragua, pour les aider à combattre la pauvreté avec de l'aide humanitaire. À côté de ça, les Américains vendaient secrètement des armes à l'Iran pour les aider dans leur guerre contre l'Irak de Saddam Hussein, et ils réinvestissaient l'argent obtenu pour alimenter le conflit au Nicaragua. C'est la fameuse affaire Iran-Contra. Tout cet argent envenima le conflit, les Contras s'étaient même directement formés aux États-Unis par la CIA, et une fois l'affaire découverte, les commanditaires, au cadre de l'administration américaine, ont été graciés par George Bush père, une fois élu à la présidence. Autre guerre illégale, le 20 décembre 1989, c'est l'invasion du Panama par Bush père, sous le nom d'opération Cause Juste. Pensez à Orwell, il faut inverser le sens des mots pour comprendre. Malgré le fait que l'Organisation des États américains exigeait de l'ONU que les États-Unis se retirent pour intervention illégale, les 3 pays de l'OTAN, que sont les États-Unis, la France et le Royaume-Uni, bloquèrent le Conseil de sécurité de l'ONU pour renverser l'imprévisible chef d'État, Manuel Noriega, qui coopérait avec la CIA jusque-là. Tout ceci pour permettre aux Américains de garder la main sur le canal de Panama qui allait leur échapper. On va maintenant au cœur de l'Europe. En 1990, l'OTAN sévit en Yougoslavie. Il s'agissait de mettre la main sur les pays satellites de l'ancienne URSS en détruisant la Yougoslavie, qui a fini par être séparée en plusieurs États, dont l'Albanie, la Croatie, la Slovénie et le Monténégro qui sont aujourd'hui membres de l'OTAN. Le Kosovo, qui n'est pas membre de l'OTAN, abrite notamment l'une des plus importantes bases militaires américaines en Europe depuis 1999. Cette guerre yougoslave débuta quand le Congrès américain suspendit pendant 6 mois le soutien financier vers la Yougoslavie le 5 décembre 1990, mettant ainsi le pays sous pression économique. Les Américains exigeaient la tenue d'élections dans les 6 républiques pour leur octroyer ensuite une aide financière séparément. Je ne vais pas expliciter dans le détail le conflit qui est très complexe, mais grosso modo, les Serbes, majoritairement chrétiens orthodoxes, ont eu le rôle d'agresseurs et les Bosniaques, les Slaves musulmans de Bosnie, ont eu le rôle de victimes pour justifier l'intervention de l'OTAN et éclater ainsi la Yougoslavie. Les exactions ont eu lieu dans tous les camps, sauf que les crimes à l'encontre des Serbes furent à peine évoqués dans les médias, alors que leurs crimes étaient systématiquement amplifiés. C'est la fameuse alliance avec l'islam radical de type wahhabite qui a ressurgi en Yougoslavie avec le saoudien Oussama Ben Laden. Et oui, il avait été envoyé par la CIA en Afghanistan dans les années 80 pour combattre les Russes, et en bon soldat américain, il était donc ensuite allé combattre en Bosnie avec ses troupes. Les paramilitaires de l'UÇK, l'armée de libération du Kosovo, étaient considérés par beaucoup à l'ONU comme une organisation terroriste. Et ils bénéficiaient aussi de la bienveillance américaine, car ils combattaient le boucher des Balkans, Slobodan Milosevic. Vous remarquez que c'est le même terme qui a été utilisé pour désigner Bachar al-Assad, le boucher de Damas. Grosso modo, dans cette guerre en Yougoslavie, tout a été fait pour faire tomber Milosevic, président de la Serbie, puis de la République fédérale yougoslave. Dans le discours international, il a été mis en avant que les Serbes commettaient un génocide, qu'ils jouaient au football avec des têtes coupées, qu'ils dépeçaient des cadavres, arrachaient des fœtus des femmes enceintes et les faisaient griller. Ils ont même incinéré des gens comme Auschwitz, bref, la propagande était totale. On arrive en 2001 avec l'invasion de l'Afghanistan suite aux attentats du 11 septembre. Bon là, je la fais très vite, on en a assez parlé, c'est plus proche de nous. Les États-Unis ont imputé la responsabilité du 11 septembre à l'Afghanistan et ils ont lancé une intervention armée alors qu'aucune preuve ne liait l'Afghanistan aux attentats et même à Al-Qaïda. Ils n'ont rien présenté à l'ONU, donc l'intervention était illégale. Rebelote pour l'Irak en mars 2003, le pays fut attaqué par 2 membres éminents de l'OTAN et du Conseil de sécurité de l'ONU, les États-Unis et la Grande-Bretagne. C'était une guerre illégale sans mandat de l'ONU et basée sur un mensonge d'armes de destruction massive, biologiques et nucléaires, soi-disant détenues par l'Irak, alors que le pays avait coopéré à toutes les inspections de désarmement
de l'ONU les années précédentes. En fait, l'Irak était la cible désignée avec l'Afghanistan dès le 11 septembre 2001, alors qu'il n'y avait aucun rapport entre ces pays et les événements terroristes. C'était juste des pays que les Américains voulaient dézinguer de longue date. Le bilan, c'est quand même plus d'1 million de morts depuis 2003. Et comme par hasard ensuite, l'Irak s'est transformé en pépinière de terroristes, c'est quand même là où est né en partie l'État islamique. Les responsables de cette guerre illégale et mensongère, Tony Blair et George Bush entre autres, ne sont jamais passés à la Cour pénale internationale. Ensuite, en 2011, vient la Libye. Les États-Unis avaient déjà bombardé le pays sans aucun mandat de l'ONU en 1986, sous prétexte de soutien au terrorisme, c'était peut-être vrai d'ailleurs, mais l'objectif c'était de tuer le leader du pays, Muammar Kadhafi. C'était un échec. En 1996, le service de renseignement anglais MI6 a ensuite versé 100 000 livres à Al-Qaïda pour qu'ils éliminent Kadhafi, sans succès encore, et ils ont renouvelé le programme avec la France et le Royaume-Uni dans le cadre de l'OTAN en 2011. Une résolution de l'ONU a été votée avant l'offensive militaire, mais elle ne stipulait pas un changement de régime, ni l'utilisation des troupes au sol, mais l'OTAN a largement outrepassé ses prérogatives, ce qui signifie que l'intervention était illégale, avec les conséquences que l'on sait aujourd'hui, qu'elles soient terroristes ou migratoires. En 2014, la guerre illégale en Ukraine était un conflit éminemment dangereux car il s'agissait pas juste d'une guerre civile, mais bien d'une opposition par proxy de deux grandes puissances nucléaires, membres du Conseil de sécurité, la Russie et les États-Unis. Tous les documents confirment aujourd'hui que l'Empire américain a soutenu le coup d'État ukrainien au minimum, voire ils l'ont provoqué. La contestation a débuté lors d'un massacre d'une manifestation populaire sur la place de Maïdan à Kiev le 20 février 2014. C'était une opération sous faux drapeau. En tout cas, ce sont les conclusions de l'école d'études politiques de l'université d'Ottawa. Donc on n'est toujours pas sur des théories reptiliennes ici. Vient ensuite la guerre en Syrie en 2011. Le président du pays, Bachar al-Assad, considéré comme un nouvel Hitler, au moins depuis 2006, quand 5 millions de dollars de fonds ont été débloqués pour financer des dissidents sur place, dont de nombreux terroristes islamistes, comme à l'accoutumée. Tous les grands journaux du monde occidental ont, à un moment ou à un autre, énoncé que l'OTAN, la CIA, le MI6 ou les SAS et leurs alliés du Golfe finançaient, formaient et envoyaient des terroristes en Syrie pour combattre Bachar al-Assad. Évidemment, toutes les interventions en Syrie de la France et de tous les autres pays étaient illégales, sauf pour la Russie qui est intervenue légalement à la demande du gouvernement syrien. Donc pour conclure ce tour d'horizon, est-ce que franchement, on ne peut pas se demander si l'histoire de l'OTAN et son actualité ne justifient pas, au minimum, de remettre en question cette organisation délétère pour le monde entier. Poser la question, c'est y répondre. L'OTAN ne sert ni la sécurité, ni la stabilité internationale. C'est exactement l'inverse. C'est une organisation dangereuse pour la paix, et ces 70 ans d'histoire le démontrent. Quel est l'intérêt rationnel à l'appartenance à l'OTAN pour la France de nos jours ? Sérieusement, il a fallu que Trump arrive au pouvoir pour que la presse et quelques universitaires français se rendent compte qu'il est possible de modérément critiquer l'OTAN. On remarquera également que peu importe les présidents américains en place, les guerres illégales ont toujours lieu, car la structure qu'on appelle État profond, qui est derrière le gouvernement démocratique, a une continuité et des intérêts à plus long terme qu'un simple mandat présidentiel. Le livre de Daniel Gantzer montre que l'inefficacité de l'ONU n'est pas forcément due à sa structure, mais plutôt à la défaillance individuelle de ses membres, qui usent de divers mensonges pour promouvoir leurs politiques étrangères. Pour lui, toute réforme de l'ONU qui ne s'attaque pas au problème dominant du mensonge finira toujours par échouer. Je trouve ça assez naïf, mais ce n'est qu'un avis personnel. De plus, l'auteur étant suisse et moi français, je ne le soutiens pas dans sa critique de l'inégalité structurelle du Conseil de sécurité de l'ONU, c'est-à-dire du fait que 5 pays, dont le nôtre, contrôlent l'ONU et donc la stabilité mondiale. Je suis désolé, mais la France n'a aucun intérêt à ce que cela change, ce serait affaiblir nos positions. L'auteur montre avec son livre néanmoins que l'ONU permet au gouvernement de mener des conversations simultanées avec le reste du monde, ce qui n'est pas forcément possible avec les canaux habituels de la diplomatie bilatérale. C'est un vrai bon point pour l'ONU. Mais je pense que l'organisation va être de plus en plus obsolète qu'elle ne l'est déjà, vu que la guerre conventionnelle est de nos jours utilisée qu'en dernier recours, et de façon très limitée, contre les pays les plus faibles. La guerre a muté vers la manipulation massive de l'information et le financement subtil de dissidents légitimes ou non pour déstabiliser un pays. Ce livre a le mérite de nous obliger à arrêter d'avaler des propagandes débiles avec des enfants morts, des armes chimiques et de méchants dictateurs. La géopolitique, c'est ni Disney ni Hollywood. Tous les éléments de langage qui suscitent l'émotion sont à discréditer immédiatement pour les conflits à venir. La France et le peuple français n'a plus le droit de légitimer des interventions armées contre nos intérêts sans autorisation de l'ONU ou sans autorisation d'un chef d'État étranger. Voilà, c'est tout pour moi. Mort à l'OTAN et à la prochaine.
Abonne-toi, 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 abonne-toi. Abonne-toi, 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 abonne-toi. Abonne-toi, 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 abonne-toi. Abonne-toi, abonne-toi, abonne-toi. Abonne-toi, abonne-toi. Abonne-toi, 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 abonne-toi.